Sur le parquet lustré du Moulin Rouge, encerclée par une foule d'aigrettes et de chapeaux haute forme, la Goulue, danseuse vedette du cabaret, lève haut la jambe et fait tourner ses jupons affolants. Au premier plan, la silhouette dégingandée de son partenaire Valentin le Désossé s'apprête à rejoindre la danse. Nous sommes en 1891, dans le tout nouveau et le plus moderne des cabarets parisiens. Ses propriétaires l'ont inauguré 2 ans plus tôt, ici, au pied de la butte Montmartre. À ce moment de répit entre 2 guerres, embrasé d'excitation à l'arrivée du nouveau siècle et de sa modernité, les barrières sociales s'effacent, dans un foisonnement culturel particulièrement riche. Les Parisiens s'amusent, insouciants et légers. Les lieux et les sources de divertissement se multiplient et s'ouvrent aux classes moyennes et populaires dont les conditions de vie commencent à s'améliorer grâce à l'affirmation des lois sociales et au progrès industriel. Ouvriers, artistes, bourgeois et aristocrates se retrouvent aux mêmes tables dans une joyeuse atmosphère de fête et les cafés-concerts deviennent le symbole de ce brassage social et culturel. C'est dans ce contexte que Joseph Höller et Charles-Joseph Zidler, businessmen expérimentés, ont flairé une bonne affaire. Ils décident de surfer sur la vague de l'expo universelle et du succès des bals populaires et imaginent une nouvelle salle de spectacle à l'architecture révolutionnaire où l'on peut à la fois venir boire, danser et assister à des spectacles audacieux, le tout dans une modernité époustouflante. Un système de pointe permet de changer les décors en un clin d'œil et ils y font installer l'électricité, le Moulin Rouge devenant ainsi le premier bâtiment électrifié de Paris. Cerise sur le gâteau, ils font également ériger au-dessus de l'entrée principale un moulin de taille réelle, peint en rouge cardinal. Ce moulin factice rappelle avec une nostalgie toute romantique et festive les moulins des Guinguettes qui peuplaient auparavant la colline. En effet, avant les récentes opérations d'urbanisme dues à l'accroissement de la population parisienne, Montmartre était encore un petit village bucolique, couronné de plus de 25 moulins. Les Parisiens s'évadaient de la capitale sale et puante pour gravir la butte, profiter de la vue et se retrouver entre amis. Au cours de leur promenade, ils s'arrêtaient chez les meuniers, boire un petit verre de blanc ou déguster une galette à l'ombre d'une treille. Une aubaine pour les meuniers qui transformèrent au fil du temps leurs moulins en joyeuses guinguettes, ajoutant progressivement à leurs prestations des concerts et des bals, notamment le dimanche. Ce Moulin Rouge, emblème de Montmartre, symbole de fête et de légèreté, a un autre avantage. On le voit de très loin, même des grands boulevards. Dehors, un jardin agrémenté d'un énorme éléphant en plâtre venant de l'exposition universelle, un petit coin de fête foraine et des promenades à dos d'âne à 50 centimes pour amuser les dames. Dedans, des miroirs partout, une galerie et des loges où il est du dernier chic de s'encanailler. Et surtout, une gigantesque piste de danse. On y danse le quadrille, où 2 couples se font face, mais aussi le chahut, où l'homme fait cavalier seul, exprimant des mouvements plus anarchiques et désordonnés. Et bien sûr, le French Cancan, une nouvelle danse qui fait fureur, l'apothéose de la soirée. Inspiré des danses des blanchisseuses montrant leurs jupons immaculés, le cancan est une danse ritualisée, transgressive et exclusivement féminine. Symbolisant la liberté et l'émancipation de la femme, tout y est dans l'art de soulever ses dentelles et d'ouvrir grand les cuisses. Dans cette fin du 19e, où l'expression du plaisir n'existait que dans les amours illicites réservés aux hommes, le cabaret remplit fièrement sa promesse d'être le premier palais de la femme, le lieu de l'expression de son désir et de son plaisir. Un rythme endiablé, de l'équilibre, de la souplesse à la limite de l'acrobatie, une sensualité sauvage, les danseuses du Moulin Rouge font perdre la tête au tout Paris, avec une élasticité lorsqu'elles lancent leurs jambes en l'air, qui nous laisse présager d'une souplesse morale au moins équivalente, écrit le guide des plaisirs de Paris à cette époque.
En 1891, pour lancer la deuxième saison de leur cabaret, les propriétaires du Moulin Rouge organisent un concours d'affiches publicitaires. La loi de juillet 1881 a instauré la liberté d'affichage. Aucune palissade, aucun pan de mur, pas même celui d'un lieu sacré n'est épargné par la frénésie du collage et les murs gris de Paris se parent de 1000 couleurs. La lithographie est alors un moyen de diffusion particulièrement redoutable et permet aux artistes de dessiner directement sur la pierre sans nécessiter les connaissances chimiques d'un graveur. De nombreux artistes participent au concours, dont Pierre Bonnard et Jules Chéret, mais c'est Henri de Toulouse-Lautrec qui remporte la commande grâce à un simple carton d'études où il représente les deux stars du cabaret, La Goulue et Valentin le Désossé. Louise Weber, alias La Goulue, doit son surnom à son habitude de terminer les verres des clients. Ancienne blanchisseuse et prostituée, modèle d'Auguste Renoir qui appréciait sa chevelure blonde et son teint de porcelaine, La Goulue est la reine incontestable du Moulin Rouge. On lui doit quelques figures du cancan, et notamment la célèbre figure du coup de cul. Insoumise, d'une extrême modernité, rebelle et audacieuse, La Goulue a la danse chevillée au corps. Elle bouge sur la piste avec une vitalité et une liberté sauvage, et en cheveux qui plus est, c'est-à-dire sans chapeau. Son chignon doré perché haut sur la tête, elle saute comme une chèvre et lève la jambe comme aucune autre. Elle était éblouissante, cette fille-là. Je n'ai jamais vu d'égal. Franchement, j'ai vu des gens qui dansaient mieux, mais elle n'était pas une danseuse, elle était la danse. Elle se précipitait et elle souriait à la musique comme si elle voulait la mordre, et dans un grand écart éblouissant et glissant, elle venait mourir au pied de l'orchestre. Absolument comme un papillon de nuit, écrit Edmond Heuze. Le partenaire habituel de danse de La Goulue est Étienne Jules Renaudin, alias Valentin le Désossé. Propriétaire d'immeubles négociant en vin le jour, il est danseur amateur la nuit. Il est atteint d'une maladie rare lui donnant une hyperélasticité et des capacités de contorsionniste. Habituellement encombré de sa grande carcasse, il se métamorphose lorsqu'il se met à danser avec une souplesse désarticulée des plus étranges. Pendant plus de 5 ans, il est de toutes les soirées. La légende dit qu'il aurait donné plus de 83 000 représentations sur les planches du Moulin Rouge, et ce, sans jamais accepter un seul centime. Ensemble, La Goulue et Valentin le Désossé forment un couple extraordinaire. L'harmonie de leurs mouvements est si parfaite que si vous espérez jamais voir une grâce plus précise unie à une force plus souple, inutile de chercher, vous ne trouverez pas, écrit Jules Lemaître dans l'Écho de Paris. C'est la première fois que Toulouse-Lautrec réalise une affiche et il répond au projet avec brio, faisant appel à toute sa technique, comme il aimait l'appeler en blaguant. La composition de Toulouse-Lautrec dépasse d'emblée celle de Chéret et Bonnard, autant par sa puissance plastique que par sa capacité à répondre efficacement aux contraintes. Lautrec va droit au but. En quelques traits et 4 aplats de couleurs, il transmet la modernité et l'ambiance du Moulin Rouge, fait briller ses vedettes et nous donne envie d'aller danser. Valentin le Désossé, dans sa redingote noire et son haut de forme lustré, est coupé de manière prémonitoirement cinématographique, ce qui nous donne la sensation d'être nous-mêmes déjà sur la piste du cabaret au lieu de le contempler de loin. Les lignes montantes du parquet accentuent cette sensation, créant une distorsion en rupture avec le réalisme qui engendre un effet de mouvement et de déséquilibre qui nous embarque dans la danse. Au fond, la masse sombre des spectateurs véhicule le succès et la frénésie du lieu, tout en faisant ressortir par contraste la silhouette ouverte de La Goulue, son jupon éclatant et son chignon bien reconnaissable, sans oublier les lampions jaunes de la fée électricité qui permettent au Moulin Rouge de se dissocier de ses concurrents. Par son impact et son audace, Lautrec prend diamétralement le contre-pied de Jules Chéret, inventeur de l'affiche et dernier auteur des campagnes publicitaires du cabaret. Alors que Chéret représente une Parisienne idéalisée, sorte de Colombine politiquement correcte, Lautrec propose une vision engagée et crue, en représentant les stars du Moulin Rouge tels qu'ils sont vraiment, reproduisant leurs traits, leurs gestes et leurs attributs. Et au-delà du sujet, son geste même, vigoureux et mordant, rend justice à l'audace des spectacles et transmet l'énergie du lieu. Lautrec a parfaitement compris qu'une affiche est avant tout destinée à communiquer un message clair et qu'elle doit s'imposer à l'attention des passants.
Il supprime donc tout détail superflu et fait disparaître les modelés au profit de simples aplats de couleurs. Grand admirateur des maîtres de l'estampe japonaise, l'artiste a en effet retenu de leurs œuvres qu'il est possible d'obtenir, avec des couleurs simples et juxtaposées, des résultats aussi francs qu'avec des couleurs nombreuses et superposées. Il retient également leur tracé noir, épais et dynamique qui fait jaillir les figures de la page. Le lettrage est lui aussi parfaitement étudié, maîtrisé et participe pleinement au choc visuel. Enfin, pour s'adapter au médium de la lithographie, il innove et réduit volontairement le spectre des couleurs au jaune, rouge, bleu et noir. Ces moyens réduits, aplats de couleurs vives et contrastées, cernés vigoureusement de noir, créent un impact visuel très fort, permettant à l'affiche d'être facilement décryptée de loin. Les lithographies de Toulouse-Lautrec créent un véritable phénomène et la carrière de l'artiste est propulsée dès le lendemain de leur affichage. Pressentant leur valeur, des collectionneurs les décollent des murs où elles sont apposées. Personne ne reverra plus le prodige qu'aura fait éclater sur les murs de Paris à la fin du siècle dernier l'apparition des affiches de Lautrec. Chaque affiche nouvelle fut un nouveau coup de poing, le coup de poing qu'il fallait qu'elle fût, écrit son ami Nathanson. Si Lautrec doit une partie de son succès à ses capacités d'adaptation et ses compétences techniques pour répondre à la commande, il ne le fait pas pour autant de manière calculée et distante. Il y est au contraire parfaitement intègre et habite totalement son sujet. Il faut dire que Lautrec est un habitué du Moulin Rouge depuis son ouverture. Il y va déjà presque tous les soirs pour dessiner sur le vif, irrésistiblement attiré par le monde de la fête et ce temple de l'érotisme féminin. Issu de la noblesse française, Henri de Toulouse-Lautrec est atteint d'une maladie osseuse congénitale qui a empêché ses jambes de grandir et lui offre une dégaine particulière. d'1,52 m seulement, il marche en se dandinant, courbé sur sa canne. Disproportionné, il souffre d'une autre disgrâce physique, une dysmorphie du crâne et des mains. Son infirmité a accéléré sa vocation. Lui qui était passionné par les chevaux et la vitesse et voulait s'adonner à la course, la chasse et autres activités viriles de sa classe sociale, a vu enfant s'envoler tous ses rêves. À son père qui lui dit un jour qu'on ne tient un cheval qu'entre ses jambes quand on est un homme, il répond qu'il en fera de beaux et affirme que les barbouillés, c'est les tenir entre ses jambes. Car Henri dessine et peint encore et encore. Enfant, lors des longues périodes d'immobilisme liées à ses multiples opérations, il s'est réfugié dans le dessin. Et dire que si j'avais eu les jambes plus longues, je n'aurais jamais fait de peinture, écrit-il. Difforme et nain, mais d'une vitalité hors norme, il assume sa différence avec autodérision, résolu à laisser libre cours à sa fantaisie et à sa liberté, malgré sa douleur et sa différence. Le plaisir, il n'a jamais connu d'autre maître, ce tout petit grand seigneur de la stature des plus hauts, écrit son ami Thadée Nathanson. Son état de santé et son apparence physique ont aussi de lourdes répercussions psychologiques. Pour consoler son sentiment de solitude et marginalité, Lautrec s'abandonne avec délectation à tous les plaisirs, la bonne chère, l'alcool et les femmes. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Ah, les femmes. Pourvu qu'elles soient vivantes et authentiques, Lautrec les aime toutes. Qu'elles aient un nom et fassent partie du beau monde ou de celui de la scène, ou qu'elles soient anonymes, simples blanchisseuses et filles de joie, toutes le fascinent et suscitent son désir. Il a un appétit d'amour tel qu'il sera surnommé « mon petit Priape » ou encore « la cafetière », à cause de ses érections constantes et probablement de la taille disproportionnée de son pénis par rapport à ses petites jambes. Entre lui et les femmes, c'est une triste et sublime histoire d'amour. Elle le refuse presque toutes, alors il les peint. C'est ainsi, sans doute, qu'il les tient entre ses jambes. Bienveillant envers leurs défauts et leurs tares, amoureux du réel, il les dessine avec une lucidité tendre et un humour incisif. Toujours et partout, la laideur a ses accents de beauté. C'est passionnant de les découvrir là où personne ne les voit. Lautrec, fou d'amour et de désir, cherche sa propre beauté et sa propre amabilité à travers les défauts grotesques des autres. L'amour, dit-il, c'est quand l'envie vous vient qu'on ait envie de vous.
Il fréquente les maisons closes et particulièrement celle du 6 rue des Moulins où il a sa propre chambre. Il a trouvé sa place parmi cette société marginale, désabusée mais haute en couleurs. Dans l'album Elle, il y partage la vie quotidienne de ses filles et n'en omet rien, ni leur tristesse, ni leur résignation, ni les attentes au salon, ni les visites médicales, ni leurs relations homosexuelles. Seuls les hommes en sont absents. Toulouse-Lautrec connaît auprès d'elle un immense bonheur. Elles l'admettent dans leur intimité, le laissent travailler et le respectent autant qu'il les respecte. « Nulle part, je ne me sens plus chez moi », dit-il. Alors au Moulin Rouge, dans ce temple de la fête et de la femme, Lautrec est chez lui, à tous les degrés de compréhension que cette expression peut comporter. L'affiche du Moulin Rouge est donc loin d'être uniquement une réussite technique et commerciale. C'est la fusion d'un artiste avec son sujet. Et au-delà du sujet, tout en dessous du sujet, au creux du sujet, sa propre découverte. Dans son affiche, l'artiste ne cherche pas la justesse de la construction et le rendu des volumes. Il ne cherche ni la ressemblance ni le réalisme du lieu et des personnages, mais leur caractère, leur vitalité, leur singularité. Il presse leur forme pour en exprimer le jus. Leur forme, que dis-je, le regard qu'il pose sur leur forme. La goulue comme un mollusque ouvert, voluptueuse, sauvage et inaccessible. Valentin, rigide et érigé comme un i, tout en angle fort et puissant, et ses grosses mains lubriques prêtes à se poser sur la cambrure d'une fille ou fouiller sous ses jupons. Ces femmes qu'il ne peut pas toucher, ces mouvements libres, souples et sauvages que son corps ne peut pas danser, ces hommes virils dont il ne fait pas partie, ces tourbillons de couples enlacés, il les contemple, assis seul à sa table, et il les dessine. « Les crayons, ce n'est pas du bois et de la mine, c'est de la pensée par les phalanges », écrit-il. Dans la magnifique laideur de la beauté des autres, l'hilarante splendeur de leur triste banalité et la souffrance à peine dissimulée derrière leur joie de vivre, l'artiste nous entraîne avec lui dans une mise en abîme vertigineuse. Le dessin est un langage d'une très grande richesse, qui possède une syntaxe, une grammaire et de nombreux registres lexicaux. Toute une technique complexe que les dessinateurs apprennent à manier et maîtriser au fur et à mesure de leur pratique afin de pouvoir s'exprimer. Mais le pouvoir du dessin n'est pas de recopier ce qui est visible, c'est de traduire ce qu'on voit, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, pour mieux aller à sa propre rencontre. Et si l'art se pare de mystères, d'idées abstraites, complexes et intimidantes, en réalité, il n'est pas éloigné de la vie. C'est une simple affaire de désir, de frustration, de solitude, d'émerveillement et de projection. La technique est au dessin ce que la séduction est à l'histoire d'amour. Ça peut vite devenir lourd et parfaitement superflu, ça ne fonctionne que quand c'est sincère, et ça n'a d'intérêt que si ça nous révèle.